Stendhal, la vie en roman. Première partie. Un orphelin à Milan. Paris, mars 1842. Un homme de 59 ans s'effondre sur le pavé humide d'une rue de la capitale. Pris de malaise, il vacille sous les réverbères vacillants de la nuit. Ce passant inconscient, que quelques témoins s'empressent d'entourer, s'appelle Henry Bale, mais ses écrits le feront connaître sous un autre nom, Stendhal. Au crépuscule de sa vie tumultueuse, cet homme porte en lui les passions et les tourments d'un siècle entier. Grenoble, 1783. Henry Bale naît au pied des Alpes, dans une famille bourgeoise aisée mais conservatrice. Son père, avocat austère et royaliste, règne sur la maison dans une atmosphère froide et pieuse. Sa mère, Henriette, est tout l'opposé, tendre, cultivée, d'une grâce lumineuse. Le petit Henri l'adore d'un amour absolu. Elle lui transmet en secret le goût des histoires et de la douceur. Mais ce paradis ne dure pas. En 1790, lorsque Henri a 7 ans, sa mère bien-aimée meurt brutalement en couche. L'enfant est anéanti. On raconte qu'il est resté pétrifié, incapable de pleurer au chevet de sa mère disparue. Orphelin de mère, Henri grandit dès lors entre des figures familiales opposées. D'un côté, son père et une tutrice bigote, l'abbé Ryan, l'élèvent durement dans l'ombre étouffante de la religion et de la discipline. Henri se sent prisonnier dans cette maison sombre aux volets clos, où on lui interdit même de jouer avec les enfants de son âge. Il étouffe de solitude et de colère rentrée. Il en vient à mépriser profondément son père qu'il accuse d'hypocrisie, et à haïr l'abbé qui le tient enfermé. De l'autre côté, heureusement, il trouve un refuge chez son grand-père maternel, le docteur Gagnon. Ce grand-père éclairé, lecteur de Voltaire et des philosophes des Lumières, l'accueille dans son appartement ensoleillé de la place Grenette. Là, tout est rire, liberté et culture. Le vieil homme initie le garçon à la littérature, lui fait découvrir Molière, Dante ou Cervantes, et enflamme son imagination avec les idéaux neufs de la Révolution qui gronde. 1800. À tout juste 17 ans, le voilà envoyé en Italie dans le sillage de l'armée de Napoléon. Il traverse les Alpes comme dans un roman, aux côtés des soldats victorieux de la campagne d'Italie. La bataille de Marengo vient d'ouvrir en grand les portes de Milan à la Grande Armée. Henri découvre émerveillé cette cité italienne vibrante d'opéra et de vie. C'est le coup de foudre. Milan et l'Italie entière s'emparent de son cœur. Dans les loges de la Scala, il goûte pour la première fois au charme de la musique de Cimarosa ou Rossini. Les tableaux, les églises, les palais italiens, tout le transporte. Il a l'impression de retrouver une patrie intime dont il aurait toujours rêvé. L'Italie, note-t-il fiévreusement dans ses carnets, les yeux brillants devant la beauté de Florence ou de Naples. Pendant des années, Henry Bale suit les armées impériales à travers l'Europe. Il n'est pas un soldat héroïque sabre au clair, mais un officier d'intendance efficace et cultivé, chargé des fournitures ou de l'administration. D'abord enthousiaste de servir l'Empire, il connaît aussi l'ennui bureaucratique et les désillusions de la guerre. Mais c'est en 1812 que l'horreur le rattrape. Henri participe à la désastreuse campagne de Russie. Sur les routes glacées de la retraite, il assiste impuissant à la débâcle de la Grande Armée. Des colonnes de blessés titubent dans la neige. La famine et le froid déciment les rangs. Lui-même échappe de justesse au chaos, mais il y laisse beaucoup, son innocence, son idéal militaire, et même le manuscrit d'un livre qu'il écrivait sur la peinture italienne, égaré dans la tourmente. Lorsqu'en 1814 Napoléon s'effondre et que l'Empire laisse place à la restauration des rois Bourbons, Henri, désormais 31 ans, se retrouve sans emploi. Stendhal choisit alors de s'éloigner de la France royaliste qu'il ne supporte pas. 1814, il s'établit à Milan, sa patrie de cœur, ville qui l'attire depuis la première heure. Pendant plus de 7 ans, il va vivre en exil volontaire en Italie du Nord, errant en amoureux transi dans ce pays qui lui offre tout ce que Paris lui refusait: l'art, la passion, la liberté d'être lui-même. Au détour d'un salon à Milan,
il rencontre Mathilde Viscontini Demboschi. Une jeune femme d'une beauté et d'une vivacité qui le fascinent instantanément. Mathilde est une aristocrate milanaise au caractère indépendant, engagée dans la cause patriotique italienne. Stendhal en tombe éperdument amoureux. C'est pour lui une passion aussi intense que douloureuse, car Mathilde, récemment séparée d'un mari, reste distante. Elle admire l'écrivain, apprécie l'ami, mais ne répond pas avec la même ardeur aux sentiments d'Henri. Pendant des mois, Stendhal vit dans l'ivresse et l'angoisse de cet amour non partagé. Il espère, il désespère, il note fiévreusement chaque émoi dans son journal. Plutôt que de sombrer, il transforme sa peine en réflexion sur la passion amoureuse. Il noircit des pages et des pages d'analyse psychologique, cherchant à expliquer la naissance, l'illusion et la mort du sentiment. De cette autopsie du cœur naîtra un essai unique en son genre, de l'amour. Publié en 1822, le livre dissèque notamment le phénomène de la cristallisation, ce processus par lequel l'amoureux embellit démesurément l'être aimé. Aimé, tout comme Stendhal l'avait idéalisé, elle, Mathilde. Ironie cruelle. L'ouvrage ne trouve presque aucun lecteur à sa sortie. À peine 40 exemplaires sont vendus. Stendhal, amer, réalise qu'il est un inconnu dans le monde littéraire français. Deuxième partie, Henri devient Stendhal. En 1821, le cœur lourd, il dit adieu à la Scala, aux ruelles de sa bohème italienne, et au souvenir de Mathilde, qu'il ne reverra plus. Il repasse les Alpes pour rentrer à Paris, la mort dans l'âme, sans gloire ni amour pour le consoler. Le voici de retour dans la France de la Restauration, qu'il exècre. Les rois Bourbons sont revenus au pouvoir et imposent un ordre moral conservateur. Henri Beyle, l'ancien officier napoléonien, bouillonne d'indignation sous la surface. À Paris, il mène une existence modeste, presque anonyme. Ses moyens financiers sont limités, et pour subvenir à ses besoins, il écrit des articles de critique d'art et de musique pour des journaux, y compris des gazettes anglaises. C'est à 44 ans, un âge tardif pour l'époque, qu'il ose enfin publier son premier roman. En 1827, il fait paraître Armance, l'histoire délicate d'un jeune homme aux prises avec un secret intime qui le rend impuissant à aimer. Le livre passe inaperçu et déroute les rares lecteurs par son sujet tabou. Déçu mais pas surpris, Stendhal comprend que son style novateur et ses thèmes dérangent la critique bien pensante. Qu'importe, il a brisé la glace, et d'autres histoires bouillonnent en lui, prêtes à naître. Henri Beyle sait aussi que son nom seul ne lui apportera pas la renommée. D'ailleurs, il préfère se cacher derrière des masques. Depuis longtemps, il s'est inventé un nom de plume pour signer ses ouvrages, Stendhal. Ce pseudonyme, inspiré d'une petite ville d'Allemagne, Stendhal, patrie d'un historien de l'art qu'il admire, devient son alter ego littéraire. Mais Stendhal ne s'arrête pas là. Par goût du secret et du jeu, il multiplie les fausses identités. Louis-Alexandre Bombay, Dominique, William Crocodile, Don Flegme. La liste est sans fin. On dénombre plus d'une centaine de pseudonymes qu'il utilise dans ses lettres ou manuscrits personnels. Ce goût du secret et de l'incognito nourrit la légende de Stendhal, autant qu'il protège l'intimité d'Henri. 1830. La Révolution éclate de nouveau à Paris. Le roi ultra-conservateur Charles X est chassé. La monarchie de Juillet s'installe. Dans cette atmosphère d'espoir libéral, Stendhal publie enfin le roman qui va le faire connaître, Le Rouge et le Noir. C'est l'histoire de Julien Sorel, fils de menuisier ambitieux qui tente de se frayer un chemin vers la haute société sous la Restauration, naviguant entre l'uniforme militaire, le rouge, et la soutane ecclésiastique, le noir. Aiguisé par l'observation directe de la société française, le roman dépeint sans phare l'hypocrisie des élites, le cynisme du clergé, la soif de réussite et les élans du cœur d'un jeune homme fougueux. En Julien Sorel, il y a un peu de l'auteur lui-même, cet outsider provincial avide de grandeur, plein de contradictions entre ses ambitions et sa sensibilité. Le livre paraît en novembre 1830 et fait sensation. Il choque les bien-pensants, scandalise par son réalisme mordant,
mais il passionne aussi un noyau de lecteurs éclairés. Pour la première fois, le nom de Stendhal circule dans Paris. On le critique, on en débat. Le succès reste cependant relatif et controversé. Stendhal, lui, ne s'en soucie guère sur le moment. À peine Le Rouge et le Noir publiés, le voilà nommé consul de France à Civitavecchia, un petit port des États pontificaux en Italie. Commence alors un étrange exil pour l'écrivain. À Civitavecchia, le climat y est doux, la vie paisible, et terriblement ennuyeuse pour un esprit bouillonnant comme le sien. Dans son bureau consulaire, entre deux signatures de documents administratifs, Henri s'évade en pensée. Il rêve en regardant la mer Tyrrhénienne qui s'étend à l'horizon. L'Italie est toujours chère à son cœur, mais cette fois il la vit en fonctionnaire isolé, loin de l'agitation intellectuelle. Pour tromper l'ennui, Stendhal se réfugie plus que jamais dans l'écriture intime. Il noircit des carnets de souvenirs. C'est là, dans la solitude de son bureau, qu'il entreprend de raconter sa propre jeunesse dans une autobiographie sans phare. Il l'intitule ironiquement Vie de Henri Brulard, utilisant encore un masque. Henri Brulard, c'est lui, bien sûr, déguisé en personnage de roman. Ligne après ligne, il y revisite Grenoble, l'enfant qu'il était, sa mère adorée, ses premières révoltes. Il se livre comme jamais, mais en veillant à ce que ce texte reste secret du vivant de Bale Stendhal. Troisième partie, dernière danse. Stendhal n'abandonne pas la fiction pour autant. Les tiroirs de son bureau de Civitavecchia se remplissent de manuscrits incomplétés, comme si le temps lui manquait ou que la maladie le guettait. Car la santé de Stendhal, justement, décline sous le poids des années et des excès passés. Ses longues promenades dans les collines romaines l'essoufflent désormais. En 1837, il obtient un congé prolongé pour raison de santé et retourne à Paris. Officiellement, c'est pour se soigner. Officieusement, c'est une bouffée d'oxygène. Il va retrouver la capitale, ses amis écrivains, le pouls de la vie littéraire. C'est durant l'un de ses congés à Paris qu'il va accomplir un dernier exploit littéraire. 1839, Stendhal, profitant d'une énergie retrouvée, se lance à corps perdu dans l'écriture d'un nouveau roman. En moins de 2 mois, 52 jours de fièvre créatrice, il rédige La Chartreuse de Parme, un chef-d'œuvre inattendu. L'histoire suit les aventures de Fabrice del Dongo, un jeune noble italien entraîné malgré lui dans la bataille de Waterloo, puis à la cour princière de Parme. C'est un hommage vibrant à l'Italie qu'il aime et aux idéaux de sa jeunesse. Dans Fabrice, ce garçon naïf parti rejoindre Napoléon sur le champ de bataille par idéalisme, il y a le reflet des propres souvenirs de Stendhal. Les scènes de Waterloo qu'il décrit ont la vivacité d'un témoignage. L'auteur y insuffle ce qu'il a vu et ressenti de l'épopée impériale, mêlé à la distance ironique de l'homme mûri par les désillusions. Le roman, une fois publié en 1841, ne conquiert pas immédiatement la masse du public, comme toujours avec Stendhal, mais il éblouit les esprits les plus fins. L'illustre Balzac lui-même salue La Chartreuse de Parme comme un ouvrage prodigieux écrit, en 15 jours, dans l'enthousiasme. Enfin, la reconnaissance par ses pairs est là. Un géant de la littérature voit en Stendhal un égal. Cependant, le temps presse. Stendhal sent que ses forces déclinent rapidement. Il a souvent des vertiges. Dès le 1er janvier 1840, il est frappé d'une syncope, un évanouissement sévère, qui le laisse affaibli. Il comprend que la fin peut survenir à tout moment. On le rappelle à son poste en Italie, mais il est trop las. Et nous revoici en mars 1842. Ce soir-là, Henri Bale sort d'un dîner entre amis. Il marche rapidement dans les rues de Paris, peut-être pour rentrer à son domicile. Il a hâte de se mettre à son bureau, de noircir encore quelques pages s'il en a la force. Mais soudain, la foudre intérieure le frappe. Sur le boulevard, il s'écroule, terrassé par une attaque d'apoplexie. Transporté chez un ami tout proche, il ne reprendra pas vraiment connaissance. Stendhal meurt aux premières heures du 23 mars 1842, à 59 ans, loin du pays de ses rêves, mais dans la ville lumière qu'il a toujours gardée dans un coin du cœur. Ses restes sont enterrés au cimetière de Montmartre, sous une pierre qui porte un épitaphe singulier, en italien, Arrigo Bale,
milanaise. Il s'est lui-même proclamé milanais, comme pour que son âme repose en Italie à jamais. Épilogue. Le génie sans succès. Stendhal s'éteint sans avoir connu la pleine gloire de son vivant. Ses livres, il le sait, n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritèrent de son temps. Échec littéraire de son vivant, succès d'estime tout au plus, il aura souvent souffert d'être en avance sur son époque. Mais dans un dernier éclat de lucidité prophétique, il avait pressenti son destin posthume. Je serai connu en 1880, je serai compris en 1930, aurait-il un jour affirmé, confiant que la postérité finirait par lui rendre justice. La suite lui donnera raison. Des décennies après sa disparition, la jeunesse de France découvre ses romans et s'en empare. Vers 1880, les écrivains réalistes et naturalistes comme Zola ou Bourget saluent en Stendhal un précurseur, un maître du roman d'analyse. Au XXe siècle, il est étudié, admiré, pleinement reconnu comme l'un des plus grands écrivains du XIXe siècle, aux côtés de Balzac, Hugo ou Flaubert. Son style alerte et ironique, son regard lucide sur l'âme humaine et la société, cette quête de la vérité, l'âpre vérité, qu'il s'était fixée, tout cela apparaît d'une étonnante modernité. Stendhal avait fait le lien entre le romantisme des passions et le réalisme de l'observation sociale, ouvrant la voie au roman moderne. Prenons quelques instants pour évoquer l'auteur Benjamin Menvielle. Benjamin Menvielle, auteur contemporain, se distingue par une plume à la fois moderne, brute, poétique et envoûtante. Son premier ouvrage en 2 parties, L'Arche des Cévennes, est un véritable succès littéraire, et toute sa communauté de lecteurs attend avec impatience la sortie de son prochain roman, L'Ampe d'Aville.